Alors bonjour, Maxime, merci d'être, sur la chaîne du Grand Soir. Donc tu es chez toi, puisque je te présente, Maxime Vivas, tu es écrivain et co-administrateur du site d'information Le Grand Soir, dont nous sommes ici sur la chaîne, YouTube. Et donc, on voulait parler avec toi au sujet de la fermeture récente de la USAID par la nouvelle administration, états-unienne dirigée par Donald Trump. Parce que tu as écrit un article à ce sujet sur le site Le Grand Soir. Et donc, on aimerait revenir un peu sur les révélations que ça comporte, la fermeture de cette agence, notamment de ses liens avec les différents journalistes dans le monde. Donc, tu as écrit un article qui revient sur les conséquences de ceci, et notamment sur les implications qu'avait la USAID dans certaines affaires de propagande et de diffusion de fake news. Alors, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur justement qu'est-ce que ça implique la fermeture de l'USAID? Alors d'abord, pour être très très précis, ce n'est pas vraiment la fermeture, c'est la suspension. Alors on peut craindre que ça revienne, ben pour l'instant, effectivement, ça n'existe plus et c'est au grand désespoir de tout ce que les pro-américains, de tous les pro-américains qui peuvent exister et notamment, et tout à l'heure on en parlera, de Reporters sans frontières. Mais d'abord, il faut dire ce que c'est que l'USAID. Alors j'ai une petite fiche là, hein. C'est l'US Agency for International Development, donc c'est une agence pour aider au développement. Et sur son site, elle explique exactement ce qu'elle est, et à quoi elle va servir. Elle sert à améliorer la vie des citoyens dans les pays en développement, tout en favorisant la politique étrangère américaine par son soutien à l'expansion de la démocratie et des libres marchés. Quand on décortique un petit peu quel est qu'est-ce que c'est que l'UCED, d'après l'UCED elle-même, hein, en fait, elle veut favoriser le développement de la politique étrangère américaine. En fait, les gens qui reçoivent de l'argent de l'UCED le reçoivent pour, en contrepartie, essayer de contribuer à soutenir et à favoriser la politique étrangère américaine. Et en même temps, il y a ce qu'ils appellent l'expansion de la démocratie. Alors, c'est un petit peu la démocratie est un mot un peu passe-partout. Hein. Si on la définit pas bien, hein. On sait bien qu'en Irak, en Libye, c'est la démocratie que les Américains ont voulu rétablir et on voit comment ils l'ont fait. Et puis ensuite, je lis ma fiche. En fait, ils veulent aussi que l'U7 participe avec les gens qui vont recevoir l'argent de l'U7 à favoriser le libre marché. Le libre marché, c'est en fait c'est le nom du capitalisme. Hein. Le libre marché, c'est le contraire d'une société où en fait les services publics seraient assez importants, comme chez nous. Hein. Chez nous, il y a tout un tas de services qui ne sont pas soumis au libre marché. Et donc, pour les Américains et pour l'UCED, il faut que tout soit soumis au libre marché et si possible, donc encore une fois, je me répète, en favorisant la politique étrangère des États-Unis. Donc c'est ça l'UCED. Alors Trump a décidé de suspendre cette organisation et qui est une organisation très très riche. Hein, et en fait eux-mêmes disent aujourd'hui qu'en fait elle subventionnait 6000 journalistes et 700 journaux indépendants. C'est terrible en fait. Hein, ça veut dire que 6000 journalistes dont j'aimerais qu'un jour on connaisse le nom sont subventionnés ou étaient subventionnés par l'UCED et 700 journaux alors, que Trump appelle des journaux indépendants. Je vois pas bien comment on peut être un journal indépendant quand on est subventionné par l'UCED, qui est une branche du gouvernement américain et aussi une branche de la CIA. Parce que vous savez que l'UCED travaille avec la NED, la National Endowment for Democracy, qui a été créée de l'aveu même de ceux qui l'ont créée pour faire un écran entre l'argent de la CIA et ceux qui reçoivent l'argent. On ne pouvait plus, disent-ils, faire ça ouvertement. Les gens n'auraient pas compris et admis que la CIA subventionne des ONG. Donc, on a créé des sociétés écrans. Et donc, la NET en est une, et l'UCED aussi. Voilà, donc, l'UCED qui avait un budget considérable, peut-être tout à l'heure on en parlera, mais ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois que mauvais coup se prépare pour contre un pays, chaque fois qu'une révolution de couleur se prépare, chaque fois qu'on veut
et essayer de semer des troubles dans un pays, eh bien l'UCED est là et son budget, quelque temps avant, augmente de façon considérable. La suspension des fonds pour cette organisation donc a provoqué une série de réactions dans les médias, notamment les médias francophones, qui bien sûr ont alerté sur le danger que cela supposait pour des organisations humanitaires, mais ils ont été très peu nombreux, voire quasiment aucun d'entre eux n'a relevé le fait que, comme tu le disais, ça participait au financement de médias, de différents médias, notamment de 10 médias alternatifs ou indépendants. En fait, il y a une sorte de cécité volontaire, hein, parce que moi je crois que ce que devraient dire les journaux français, enfin les médias français, en règle générale, ils devraient dire comment 700 journaux et 6000 journalistes étaient financés par les Américains, et en fait, lesquels, hein, et pourquoi? Et comment est-il possible qu'une puissance étrangère subventionne un peu partout dans le monde des organes de presse? C'est ça qu'on aurait posé comme question. Nos journaux mainstream se vantent d'être indépendants, libres, et de faire de l'information neutre, objective. Mais en fait, comment peuvent-ils le faire s'ils ne dénoncent pas la même mise du capitaux américain sur les médias un peu partout? Parce que quand Trump dit qu'il y a 700 journaux et 6000 journalistes, j'imagine bien que ce ne sont pas simplement des journalistes américains. Il doit y en avoir dans tous les pays. D'ailleurs, c'est bien la raison pour laquelle, dans les pays comme la France, nos journaux protestent contre cette fermeture, disent que c'est une atteinte à la liberté de la presse. C'est bien la raison pour laquelle Reporters sans frontières de Robert Ménard pousse une plainte interminable. Il faut aller voir sur leur site la douleur qu'ils éprouvent à voir cette lucette fermée. Donc, eux devraient poser la question de l'indépendance. Moi, je crois que c'est là-dessus, maintenant, qu'on devrait nous parler. On devrait dire, voilà, ce que, peut-être on va y revenir aussi, mais ce qu'est l'UCED. Tout le monde le sait aujourd'hui de manière irréfutable. On ne peut pas le contester. C'est le président des États-Unis qui le dit. Quand c'était d'autres qui le disaient, moi, en 2004. En 2004, j'ai participé à un livre avec Dominique Bertolucci, qui était une Française installée à La Havane, et puis Jean-Guy Allard, qui était un Canadien qui était installé aussi à La Havane. J'ai participé à un livre qu'ils ont écrit qui s'appelait Pourquoi Reporters sans frontières s'acharnent sur Cuba. Et dans ce livre-là, en 2004, on parlait déjà de l'UCED. On disait ce qu'est l'UCED. En 2007, quand j'ai écrit mon livre sur Reporters sans frontières, je reparlais encore de l'UCED, je donnais des informations. Et donc, en fait, ce qu'on sait maintenant, ce que dit Trump, on le disait déjà. Et plus récemment encore, puis dans l'article dont vous parliez, je racontais encore, puis dans un livre que j'ai écrit aussi, je racontais encore en détail ce qu'est l'UCED et à quoi ça sert. Parce qu'en fait, c'est pas très compliqué de comprendre que c'est le fameux dicton, hein, celui qui fait l'orchestre choisit la musique. Hein. On pourrait même pousser un peu plus et dire que celui qui fait l'orchestre choisit la musique et choisit les musiciens. Voilà, donc en fait, celui qui paie des journaux choisit ce qui va être écrit dans ce journal-là. Il y a pas d'argent qui est distribué sans contrepartie. L'UCED ou la NED verse de l'argent à des pseudo-ONG, mais elles attendent un retour. Elles attendent un retour. Il est bien écrit hein, que ceux qui reçoivent de l'argent doivent rendre compte de ce qu'ils en ont fait et comment ils ont pu contribuer à améliorer l'image de marque des donateurs. Donc tout ça est inscrit. Mais de toute façon, on comprend bien, personne ne donne de l'argent à quelqu'un sans contrepartie. Ce qui veut dire que les 6000 journalistes et les 700 journaux qui ont reçu de l'argent de l'UCED l'ont fait et en contrepartie ont donné des choses. Tout à l'heure, je vous parlais j'en parlerai peut-être encore beaucoup, de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières a reçu, et j'en ai fait la démonstration, a reçu de l'argent de la NED notamment, mais pas uniquement, et à un moment où le gouvernement américain demandait, lancer une campagne pour faire diminuer le tourisme à Cuba,
qui était devenue la principale industrie à Cuba, hein, à cause du blocus. Donc, il y avait, Cuba vivait beaucoup de tourisme. Les Américains avaient lancé une campagne pour dissuader les touristes d'aller à Cuba. Parce que c'est pas une démocratie. Ça ne dérange pas qu'ils aillent dans n'importe quel pays du monde où il y avait des vraies dictatures, mais à Cuba, il fallait pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Au moment précis où les Américains ont lancé cette campagne-là, Reporters sans frontières s'est pointé dans les aéroports pour à l'endroit où les touristes s'embarquaient pour Cuba, pour les dissuader d'y aller. Il y avait on voyait bien que là, il y avait en fait quelqu'un qui obéissait aux ordres qui avaient été donnés grâce au dollar. Donc c'est ça, et l'UCED, la NED, c'est la même chose. Hein. Donc, alors, quand moi j'ai écrit mon livre sur Reporters sans frontières en 2007, c'était un livre impossible à écrire parce que euh, c'est vieux tout ça, mais enfin, on l'a peut-être un peu oublié, et peut-être même que certains ne l'ont jamais appris. Mais en 2007, au début de l'année 2000, le Reporters sans frontières et Robert Ménard était intouchable. Robert Ménard était considéré comme une sorte de Indira Gandhi, Nelson Mandela, Sœur Teresa. Enfin, c'était l'homme, et puis c'était un grand défenseur de la liberté de la presse, à tel point d'ailleurs qu'il a été même invité à la fête de l'humanité. C'est pour dire à quel point il avait pu créer en fait la confusion. Et puis il avait tout ça, il l'avait fait avec de l'argent qui venait des États-Unis d'Amérique. Alors moi j'en ai fait la démonstration. Il m'a menacé 4 fois d'un procès. J'ai été obligé, quand j'ai écrit le livre, de prendre conseil auprès d'un juriste toulousain que je connaissais et qui m'a expliqué comment je pouvais mettre en cause Reporters sans frontières et l'argent qu'il recevait sans risquer de prendre un procès, ou en tout cas s'il y avait un procès, de le gagner. La méthode, je vous la donne, hein, c'est que Reporters sans frontières est une organisation reconnue d'utilité publique, elle fonctionne avec des fonds publics, elle est donc obligée de rendre public ses comptes, ce qu'elle ne faisait pas. Alors je lui ai demandé, ils ont été obligés de me les donner, et j'ai pu comme ça, quand je dis dans mon livre qui s'appelle La face cachée de Reporters sans frontières, quand je dis au dollar près combien d'argent ils ont reçu de la NED, eh ben c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Reporters sans frontières qui me l'a donné. Ce sont des chiffres qu'ils m'ont donné à moi, mais qu'ils ne rendent pas publics. Voilà. Donc c'est un petit peu ce combat-là que je mène et qu'il faut mener maintenant sur l'USAID encore une fois. Moi, je crois que l'angle d'attaque aujourd'hui, c'est peut-être avec des journalistes américains, il y en a ou d'autres, ce serait de demander au gouvernement américain de publier la liste des 6000 journalistes et des 700 journaux qui ont été payés pour faire de la propagande pour la politique américaine. Bah, justement, la plupart de ces propagandes ou de ces campagnes de propagande contre des pays donc touchent des pays qui sont en résistance contre le gouvernement des États-Unis principalement. Je pense notamment aux révolutions colorées dans lesquelles ce genre de, de mécanisme de renversement de l'opinion publique a énormément été utilisé. Toi, tu mentionnes aussi également, bien sûr, le cas des Ouïghours, qui est très important parce que c'est aussi un des plus actuels. Euh, Quel lien tu penses qu'il y a entre justement l'USAID, la NED et la diffusion de mensonges contre la Chine? Alors tout ça c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Euh, les Ouïghours, peut-être il faudrait qu'un jour on fasse une vidéo comme ça sur les Ouïghours, Avec parce plaisir. que je pense pas qu'il y ait quelqu'un en France qui connaisse aussi bien le sujet que moi, puisque je suis le seul journaliste écrivain qui est allé 3 fois au Xinjiang, 3 fois. Et puis donc j'ai pu voir des choses. Et puis ensuite, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis presque 10 ans maintenant. Je connais beaucoup de choses. Et puis je polémique avec des gens qui n'ont pas mis les pieds là-bas et qui se contentent de lire les dépêches des États-Unis d'Amérique. Alors en fait, les liens qu'il peut y avoir entre l'UCED, la NED, les révolutions colorées, mais aussi le Tibet, le Xinjiang, Taïwan, tous ces points chauds, en fait, c'est la lutte de classe à l'échelle mondiale. Hein. Si ceux qui ont lu Marx peut-être savent ce que c'est que la lutte des classes. Mais aujourd'hui, la lutte des classes, c'est quoi? C'est une lutte pour le leadership mondial. Et les Américains sont en train de perdre leur leadership et peut-être au bénéfice de la Chine. Et donc il y a un combat mortel assez compliqué qui est sous toutes ses formes. C'est un combat de chiffonnier. Il n'y a pas de morale.
pour essayer de discréditer la Chine donc de laisser l'opinion publique mondiale favorable aux États-Unis d'Amérique. Ce qui est le cas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, pour la communication, les Américains sont beaucoup plus forts que les Chinois. D'ailleurs, ce sont les plus forts. Et donc, ils peuvent faire passer n'importe quoi. Ils peuvent expliquer qu'ils vont détruire l'Irak pour y installer la démocratie. Et que, pareil pour la Libye. Enfin, voilà, tous ces pays qui sont attaqués, détruits au nom de la démocratie, ce sont les plus forts. Et donc, mais ça marchera relativement un peu. Mais ce qui se passe, c'est que du point de vue économique et même maintenant géopolitique, les Chinois sont en train de devenir la première puissance du monde. Ils le sont peut-être déjà devenus d'ailleurs. Enfin, en tout cas, on ne sait pas trop, en disant, allez, on va dire qu'ils sont premiers ex aequo avec les Américains, ce qui pour les Américains est un drame, puisque si la Chine les supplante, enfin, on va avoir tout un tas de pays qui vont se tourner vers la Chine, hein, qui sont actuellement tournés vers les Américains parce qu'ils n'ont pas le choix, qui vont se tourner vers la Chine et qui vont peut-être y trouver des bénéfices, hein, puisque la Chine, on voit bien ce qu'elle fait en Afrique, elle investit en Afrique, elle investit beaucoup, mais c'est une présence économique, commerciale, mais c'est pas une présence politique. Ils n'interviennent jamais sur les gouvernements. Ils n'essaient pas de mettre en place des gouvernements ou de les renverser. Ce que font les autres pays et ce que la France fait beaucoup, à tel point que maintenant elle en paie le prix, puisqu'on est peu à peu expulsé de tous les pays d'Afrique, notamment les pays francophones, les pays qui avaient une culture française. C'est dramatique, hein, et au profit des Américains, des Allemands et des Chinois. Donc, la question que vous me posez, c'est ça. Les révolutions colorées, les révolutions de couleur, c'est ça, et ce sont ces organismes-là, c'est cet argent-là qui va permettre de les développer. Quand vous voyez d'un seul coup une foule qui est dans la rue avec des drapeaux, des habits, des tentes de la même couleur, quelqu'un l'a payé, qui l'a payé, c'est l'UCED. Hein, ça a été le cas notamment en Ukraine, où ça en est maintenant. Et au Tibet, moi j'ai étudié au Tibet aussi, et j'ai vu les choses. J'ai écrit un livre sur le Tibet, qui s'appelle La face cachée du Dalai Lama. Ouais, voilà, je l'ai quelque part, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc, quand j'ai été, j'ai fait une enquête aussi, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait, je crois, 17 programmes de la CIA, en fait, de la NET ou de l'UCET, qui étaient en place au Tibet. Mais ce sont quelquefois des programmes tout à fait anodins. Hein. C'est un peu d'argent versé dans un village pour repeindre les portes, ou alors à une association de ménagères pour qu'elles fassent du macramé, je sais pas quoi. En fait. Donc, c'est des choses comme ça mais enfin, ils vont donner petit à petit comme ça une image favorable des États-Unis. Ils développent ça. Puis après, il y a aussi le financement des opposants, hein, pour essayer de créer des troubles. Alors au Tibet, ça, à mon avis, ils ont perdu avec la fuite du Dalai Lama en 1959. Ils ont perdu depuis des petits combats d'arrière-garde, mais c'est fini à mon avis. Le Tibet a connu une expansion et une grande délibération depuis la chute du Dalai Lama. Il faut savoir quand même que le Tibet était une dictature théocratique d'une férocité inouïe, comme il n'en existait aucune, nulle part dans le monde. Et ça, les gens ne savent pas. Enfin, dans mon bouquin, je raconte ça. Bon, mais au Tibet, les Américains ont perdu. Ils ont aussi mené une révolution de couleur à Hong Kong. Ça a été assez long, ça a été assez violent. Moi, j'ai trouvé particulièrement savoureux que nos journalistes, quand ils parlaient des manifestations à Hong Kong, disaient toujours les manifestants pro-démocratie, les manifestants pro-démocratie. Ils disaient ça dans aucun pays du monde. Quand Evo Morales a été renversé en Bolivie et qu'il y a eu des manifestants pour le remettre en place, nos médias ne disaient pas les manifestants pro-démocratie. Et pourtant, c'était des manifestants pro-démocratie, puisqu'en fait, ils essayaient de remettre en place un président qui avait été démocratiquement élu. Donc, à Hong Kong, il y a eu une grande campagne de propagande mondiale, mais en fait, les Américains ont perdu. Alors, il y a le Xinjiang. Le Xinjiang, c'est un peu particulier, c'est un gros morceau, parce que le Xinjiang, c'est une région qui est grande comme 3 fois la France, et qui est un 6e du territoire des États-Unis,
Et c'est une région qui a 6 frontières avec l'extérieur, et donc une frontière avec le Pakistan, une frontière avec l'Afghanistan, et puis c'est le départ du fameux projet chinois de la route de la soie. Donc il y a un enjeu terrible là pour essayer de détacher cette région de la Chine. Et dans, si cette région était détachée de la Chine, elle s'appellerait Turkestan oriental. Elle a un nom, elle a aussi un drapeau bleu avec un croissant de lune. Et d'ailleurs, vous remarquerez, si vous avez l'occasion de regarder les vidéos des manifestations pour le Xinjiang en France, vous verrez que ces manifestations sont, euh, euh, sont entourées, parsemées de drapeaux du Turkestan oriental. Et vous verrez qu'il n'y a pas de slogan ou de revendication pour la liberté de la religion. Il n'y en a pas. En fait, c'est une revendication pour créer, et c'est terrible, pour créer en Chine, sur un sixième du territoire chinois, une république qui serait exactement une copie de l'Afghanistan. Ils ont une frontière commune. Hein, voilà. Et les fanatiques ouïghours, ils sont une minorité, comme souvent, mais enfin, qui sont très très actifs. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas créer une démocratie plus grande que la démocratie chinoise. Ils veulent pas ça. Il faut savoir aussi que le Xinjiang est une région pluriculturelle, pluriethnique et plurireligieuse. Il n'y a pas que, ce ne sont pas tous des Ouïghours, ils ne sont pas tous musulmans. C'est pas vrai. Il y a des catholiques, il y a des différentes religions. Et que donc, si ce Turkestan oriental venait avoir le jour, eh bien, on aurait la plus grande, je pense, théocratie dictatoriale qui existerait dans le monde. Voilà, genre, on a fait un petit écart, on est un peu éloigné de l'USAID, Non, mais non, pas pas tout du à tout. fait, parce qu'en Pas fait, du tout, on est ils dans le fonctionnent sujet. aussi, voilà. Ils fonctionnent aussi avec l'argent, j'ai regardé, ils ont aussi des programmes, les opposants, ils ont aussi des programmes financés par les Américains. Pour les Américains, c'est extrêmement important d'essayer d'ébranler la Chine à travers les Xinjiang. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, hein, nos journalistes, s'ils faisaient leur métier de journaliste, pourraient quand même s'apercevoir, on pourrait lire les déclarations d'officiels américains qui disent que pour eux, pour ébranler la Chine, il faut passer par les Xinjiang. C'est un choix qui est annoncé. Voilà. C'est pas pour instaurer la démocratie. La démocratie. Moi, je suis allé là-bas 3 fois, j'oublie. J'ai regardé. La troisième fois, j'ai regardé ce que disaient nos journaux pour voir si quelquefois ils n'avaient pas un peu raison. Hein. Ce que j'ai vu, c'est une région qui, pour des raisons historiques et géographiques, était un peu attardée par rapport aux autres régions et qui a des efforts considérables du gouvernement chinois pour la sortir de son retard, si je puis dire. Vous savez, par exemple, tous les Ouïghours ne parlent pas la langue de leur pays. Imaginez en France une région dans laquelle on ne parlerait pas le français. C'est un peu ça. Hein. Donc, moi, j'ai vu des Ouïghours à qui mon interprète chinois posait une question en mandarin et ils avaient des dieux qui s'ouvraient comme ça, ils ne comprenaient pas. Voilà. Donc, il y a un programme aussi du gouvernement chinois pour apprendre la langue du pays, pour, euh, pour les former professionnellement, parce qu'il y avait beaucoup de Ouïghours qui n'étaient pas formés, et donc, et puis aussi pour un peu pour leur apprendre ce que c'est que le pays dans lequel ils vivent. C'est ce qu'on appelait chez nous, quand j'étais enfant, l'instruction civique. On nous apprenait la République. Alors nos journaux disent que c'est du bourrage de crâne, qu'on leur fait apprendre les pages du Parti communiste par cœur, que les centres d'information où ils sont, ce sont des camps de concentration. Moi, j'ai demandé de voir un camp de concentration, enfin, une prison. J'ai vu que c'était devenu une école. C'était une école, c'est devenu une école. J'ai vu les dortoirs dans lesquels étaient les Ouïghours. C'est par là, c'est voir, il y a pas des barreaux, etc. C'est pas ça. Enfin, on peut toujours exagérer. Je vais arrêter là-dessus parce que sinon, on n'aura plus rien à dire pour la prochaine vidéo. On va parler du Xinjiang. Je veux bien qu'on revienne sur du 7. On y était aussi, hein, mais enfin, on peut. Eh ben, alors, parce que justement, une de mes questions, mais tu le mentionnais au début, c'est-à-dire la USAID est suspendue, donc il y a des possibilités de retour ou de résurrection. Mais justement, ma question, c'est, à ton avis, pourquoi l'administration Trump a suspendu l'USAID? Quel est l'intérêt des États-Unis de suspendre cet outil qui, jusqu'à présent, on le voit, lui était très utile?
Oui, alors c'est effectivement une question un peu. Moi, j'ai pas vraiment la réponse parce que alors ici la réponse c'est que une réponse c'est que Trump veut balayer toutes les organisations qui étaient dépensières et qui étaient très dépensières et donc lui il veut rétablir les finances, il veut rétablir la prospérité intérieure des États-Unis. Donc je pense il y a des combien il y a des milliers je crois d'employés qui travaillaient pour l'UCED. Alors tout ça, il pense que c'est pas utile et hop, il veut démolir tout ça. Bon, il y a des comptes à régler aussi. Il y a des comptes à régler avec une certaine, ce qu'il appelle comment le pays profond. Le pays profond, les médias, les organisations, en fait, qui ont mené des campagnes contre lui. Donc bon, il va régler ces comptes-là. Sur l'interdiction définitive de l'UCED, je ne crois pas beaucoup. Et quoi qu'il en soit, s'il revient pas là-dessus, quelque chose va se créer qui va remplacer l'UCED. Les États-Unis ne vont pas renoncer à subventionner la subversion dans les pays où ils veulent, où ils ont des intérêts, ou géopolitiques, ou en fait économiques. Quand il s'agit par exemple, d'exploiter des ressources. C'est pour ça aussi qu'ils arrivent maintenant en Afrique où ils n'étaient pas très présents. Et puis vous avez vu ces jours-ci que va se négocier au sujet de l'Ukraine l'achat par l'Amérique de terres Terra? avec des terres arables avec des minerais, des précieux et rares et très très utiles. Alors, ça va pas se payer. Hein. Ce que Trump dit, on vous a donné de l'argent, maintenant donnez-nous les terres. On va pas vous les payer, on a déjà payé. Ça fait comme ça. Donc partout où ils peuvent, avec l'UCED et avec aussi la puissance de leur presse et de leurs médias, de leurs relais. Enfin, notre presse, à nous, elle est vraiment pro-américaine. Moi, j'ai vu quand mon premier livre sur les Ouïghours est paru, j'ai vu comment l'ensemble des médias me tombent dessus avec une férocité, et puis tous en même temps, pratiquement, comme si quelqu'un avait dit, allez, on démarre, on y va, viva, il est là-bas, boum. Et ils me sont tombés dessus tous avec, mais vraiment très très férocement, et avec, en fait, une mauvaise foi. J'espère on parlera de ça un jour, mais avec une mauvaise foi extraordinaire. Voilà. Et puis donc, c'est la puissance des médias. Donc pourquoi nos médias sont si favorables aux États-Unis? Eh bien, peut-être faudra-t-il chercher parmi les 6000 journalistes payés et parmi les 700 journaux, s'il n'y en a pas quelques-uns qui sont chez nous. En tout cas, nous, vous savez très bien que le Grand Soir fonctionne euh, sans finance. Hein, voilà. Quelquefois, on Exactement. demande, On n'est pas touché par cette suspension, en effet. voilà, quelquefois, on demande à nos lecteurs de nous faire quelques dons pour un projet précis. Mais sinon, voilà, on n'a pas de finances. Les administrateurs sont tous bénévoles. Voilà. Donc, c'est tout à fait différent. On ne reçoit pas d'argent. Mais on aimerait bien que ceux qui nous critiquent, quelquefois, qui disent qu'on est un site complotiste ou peu fiable, on aimerait bien qu'ils nous disent, enfin, d'où vient leur argent. Hein. De toute façon, tous les grands quotidiens sont subventionnés par l'État. Il y a les subventions réglementaires. Hein. L'État subventionne les journaux, mais il ne subventionne pas le Grand Soir. Donc voilà, moi je crois que pour être libre, il ne faut pas être tributaire de quelqu'un qui vous verse de l'argent, et surtout si ce quelqu'un-là est une puissance étrangère. Quand Russia Today, la télévision russe en France, est éditée, elle n'était pas encore interdite, il y avait tout le temps un petit bandeau qui disait ce média est un média financé par une puissance étrangère, ou financé par la Russie, je ne me rappelle plus. C'est ça. Mais ça, malheureusement, on ne le dit pas sur d'autres médias français qui sont vraiment la voix de l'Amérique. Tout à fait, tout à fait. Bah écoute, je te remercie Maxime. Déjà, j'invite donc ceux qui nous regardent on va mettre le lien à lire l'article que tu as écrit qui a été publié sur le site Le Grand Soir. Et puis bon, bah comme tu l'as dit, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler plus tard sur plus en profondeur sur la question des Ouïghours et autres. Et puis je te remercie pour cette intervention. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou Mais moi, je pourrais dire que là je vous fais comme ça un peu un brûle pour point, presque en improvisant. Je parle de ce que j'ai écrit sur mon livre sur les Ginjans et sur ce que j'ai écrit sur l'UCED. Voilà, je le fais un petit peu comme ça
Et le mieux, c'est peut-être serait de lire les livres, parce que Bien sûr, les livres, on va les mettre en lien, on va les mettre en lien, bien sûr. parce que quand là, je parle de livres que j'ai écrits tous il y a quelques années. Hein, voilà. Donc, je vais pas vous les réciter, mais donc je vous donne un petit peu la substantifique moi. Là. Je crois que le mieux vraiment, c'est de les lire, d'autant plus que les éditeurs qui éditent ces livres-là prennent des risques. Vraiment, prennent des risques. Et moi aussi, mais moi, c'est pas très grave. Moi, j'ai rien à perdre. Moi je suis retraité maintenant. Je n'attends plus grand-chose. Et donc, on peut dire ce qu'on veut, mais je suis pas. On peut me critiquer beaucoup, on peut m'insulter. Ça a été le cas. Hein. On peut me menacer, mais bon, on peut pas grand-chose contre moi. Et par contre, contre les éditeurs qui publient ce genre d'écrits, on peut beaucoup, on peut peut-être aussi les pousser à la faillite. Donc il faut les aider, ces livres. Il faut les Voilà. soutenir, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Il faut en effet soutenir, les maisons d'édition qui ont encore le courage de publier ce genre de travaux. Tout à fait. Je te remercie Maxime. Merci.